Bienvenue dans le podcast du Lifestyle Festival, un festival organisé par Grandissons Ensemble, France Air d'Asile, le groupe SOS et la fondation Good Planet. Qu'est-ce que le Lifestyle Festival ? C'est un festival qui vise à promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et à favoriser les rencontres entre les personnes qui sont accompagnées par les structures organisatrices et le grand public. Je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Jeannette et je suis la fondatrice du média Commune. C'est un média qui laisse la parole aux personnes qui ont une histoire d'exil. Et on a aussi un super podcast qui s'appelle Bienvenue. C'est des personnes qui racontent leur histoire. Et je suis avec Rima. Je vais te laisser te présenter, Rima. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci du coup aussi d'accueillir ces interviews podcast. Donc moi je m'appelle Rima Hassan, je suis réfugiée palestinienne. Je suis en France depuis près de 20 ans. Je suis juriste en droit international. Je travaille dans le domaine de l'asile et de la protection internationale depuis près de 8 ans maintenant. À ce titre, donc, je suis rapporteure auprès de la Cour nationale du droit d'asile depuis bientôt 6 années et je suis présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, une ONG qui a pour mission de sensibiliser sur cette réalité de migration qui est un peu oubliée, qui est celle des camps de réfugiés à travers le monde. Donc je le précise parce qu'on pose souvent la question, est-ce que c'est les camps qui sont en France ? On travaille vraiment sur un recensement et sur des études des camps qui se trouvent à travers le monde. Et donc, toute petite indication pour comprendre ce parcours. Je suis moi-même née dans un camp de réfugiés en Syrie, qui a vu donc passer plusieurs générations de ma famille, qui est le camp de Nerab, qui se trouve dans la banlieue d'Alep. Et donc, ça a déterminé un peu mes engagements et ma curiosité sur cette réalité de migration qu'on appelle l'encampement. Voilà. Merci beaucoup. On se connaît depuis quelques temps, Rima. On a parlé déjà de plusieurs sujets. On a déjà fait une vidéo ensemble. Mais on n'a jamais vraiment parlé justement de l'Observatoire des camps de réfugiés, donc l'association que tu as créée, et notamment des camps. Et question un peu que je pense que tout le monde peut se poser, c'est quoi un camp, en fait ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de camps ? Là, si vous voulez, vous pouvez, pour appréhender cette question, essayez de vous imaginer combien de camps vous êtes capable de citer en quelques minutes, ou même vous poser la question de savoir si vous êtes en mesure de citer, ne serait-ce, ou de situer 5 camps à travers le monde. Vous allez vite vous rendre compte qu'on est assez limité dans cette capacité à être de façon assez spontanée à resituer ce que sont les camps, où ils sont et comment on les nomme. Et au-delà de les nommer, on a même du mal à savoir ce qui s'y passe. Si je vous dis Kakuma, Ol, Maïla, Zaatari, Azraq, Calais, c'est un peu plus proche de nous, donc on a plus, on s'imagine, on a plus d'informations, de flux d'informations accessibles, donc on arrive à comprendre. Mais si je vous liste ne serait-ce que 5-6 camps comme ça, on pourrait se dire, ce sont tous des camps qui se ressemblent, qui accueillent des populations en situation d'exil. Or, en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière ces lieux-là et surtout, on ne sait pas ce qui les encadre, ce qui les définit. Et à juste titre, le camp humanitaire n'est pas défini par une convention internationale et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles les camps revêtent justement le camp revêt une réalité qui reste très modulable en fait selon le pays qui accueille ce lieu et selon les gestionnaires, donc les acteurs qui vont gérer cet espace et selon le statut qu'il va avoir, à savoir si c'est un camp officiel ou non officiel. Donc le camp que nous avons par exemple en France, c'est un camp non officiel. C'est un camp qu'on appelle un camp autogéré. Qu'est-ce qui détermine un camp officiel et non officiel ? C'est très simple, c'est quand l'État qui accueille cet espace reconnaît l'existence de ce camp sur son territoire et accepte que ce camp devienne un camp humanitaire et donc qu'il remplisse des standards internationaux. Ce n'est pas le cas donc de Calais et c'est pour ça qu'il a cette dimension d'autogestion et qu'il est géré par les populations réfugiées elles-mêmes, voire des associations qui viennent ponctuellement comme Utopia. Il y a plein d'associations qui vont ponctuellement essayer d'assister les populations. Donc, ce qu'il y a à retenir sur cette question de définition, c'est qu'il n'y a pas précisément de définition internationale du camp humanitaire. Donc, il y a véritablement une faille, une lacune. On a du mal à appréhender cet espace d'un point de vue juridique.
La deuxième chose à retenir, c'est qu'on passe par des travaux de classification. Donc, on ne peut pas dire ce qu'est un camp sur le plan juridique. Par contre, on peut dire si c'est un camp de réfugiés, si c'est un camp de déplacés, si c'est un camp de demandeurs d'asile, si c'est un camp officiel, un non officiel. Donc, c'est comme ça qu'on appréhende cette réalité d'encampement, en les classant par typologie. Et ensuite, ce qu'est un camp, c'est surtout, je pense que c'est le plus important, un camp, c'est un échec. C'est-à-dire que s'il y a un camp, c'est qu'on a raté quelque chose. Et généralement, on rate deux choses pour qu'un camp se crée. On a raté notre capacité à protéger des populations. Donc, quand on a... moi, je dis souvent que le camp, c'est le cumul de deux échecs. Celui du pays d'origine, qui n'a pas su protéger sa population, voire même parfois qui est l'agent persécuteur. Et de l'autre, on a un État qui est incapable, voire qui ne veut pas, donc qui a la non-volonté ou la non-capacité d'accueillir ou d'absorber une population sur ces territoires. Et donc le camp, si vous voulez, il va être dans un entre-deux, dans un sas, où les populations ne peuvent ni rentrer chez elles parce que leur État les a soit persécutés, soit n'a pas été en mesure de les protéger. Et en même temps, elles ne sont pas complètement intégrées, absorbées et accueillies, précisément parce que l'État hôte n'est pas en mesure de les accueillir, soit ne veut pas les accueillir. Et c'est dans ce contexte d'échecs cumulés que se crée le camp. Et donc, j'ai l'impression de comprendre que ce double échec, du coup, il facilite pas l'information sur les camps. Comment on fait pour savoir combien il y a de personnes, si elles ont bien accès aux droits humains qu'elles sont censées recevoir, comment on fait? Et est-ce que toi, ça t'a créé, du coup, est-ce que ça a une conséquence, toi, dans ton parcours, de se dire, OK, on n'arrive pas à avoir d'informations sur les camps, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, il y a eu deux dates clés. La première, c'est il y a deux dates clés dans mon parcours qui m'ont amené à me saisir de cette question. La première, c'est quand je suis arrivée en France, j'ai une dizaine d'années, et je suis vite confrontée à partir du moment où je commence à appréhender cette langue et à réussir à me présenter, parce que ça a quand même mis du temps. La question toute simple de « tu viens d'où ?» quand je suis arrivée à cette réponse, de comprendre ce qu'était mon parcours, etc., et puis de dire à des camarades de classe, etc., de leur dire en fait, moi je viens du camp de Nerab qui est à côté d'Alep, etc., c'est quoi un camp? Je savais pas qu'il y avait des camps là-bas. J'ai jamais rencontré, je crois, quelqu'un qui m'a répondu « Je connais ce camp, je connais quelqu'un qui y vit » ou « J'arrive à le situer sur une carte ». Il faut toujours que j'explique ou je contextualise quand ce camp a été installé, qui y vit, etc., etc. La deuxième, donc première confrontation, si tu veux, cette méconnaissance de ce que sont ces lieux, de ce que peuvent représenter ces lieux dans les réalités migratoires. Et la deuxième date clé, c'est que je continue mes études donc en droit international et je commence un projet doctoral autour de la question du droit applicable dans les camps. Et là, je me rends compte, non plus du point de vue de l'expérience vécue, mais du point de vue de l'expérience universitaire, recherche universitaire, de trois choses. Et là, je demande votre concentration parce que, honnêtement, vous allez être assez étonnés. Mais sur les camps, je me rends compte que, premier élément, personne n'est capable de vous dire combien de camps sont installés à travers le monde. C'est-à-dire que vous n'avez aucune organisation aujourd'hui qui est capable de vous dire il existe tant de camps de réfugiés, tant de camps de déplacés, tant de camps de demandeurs d'asile, tant de camps informels, tant de camps autogérés, etc. Personne n'est capable personne s'est saisi de cette question. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais ça, c'est première information. On ne sait pas où sont précisément tous ces camps et comment ils sont gérés. Deuxième élément, je me rends compte que les informations qui existent sur ces camps proviennent essentiellement des acteurs qui gèrent ces lieux. Donc il y a un vrai problème de transparence. Ça veut dire que c'est comme si, moi je prends toujours cet exemple, c'est comme si pour les violences policières, on n'avait que les informations de l'IGPN, quoi. À un moment, on a un problème, on a besoin d'un contre-pouvoir. Tout le monde est OK aujourd'hui pour dire c'est top d'avoir des sources journalistiques indépendantes comme celle de Cyril Payen, c'est top d'avoir des chercheurs indépendants, c'est top d'avoir des citoyens observateurs qui sont aussi qui apportent justement des sources qui viennent se diversifier. Donc là, pour les camps, on n'a pas cette diversité des sources, on a simplement les acteurs qui gèrent ces camps. Troisième et dernière donnée, c'est la durée de vie des camps. Les camps, aujourd'hui, ont une durée de vie moyenne de 12 ans.
Or, on a tous en tête qu'un camp, c'est un lieu de transit, un lieu un peu de passage éclair dans lequel on va passer juste 1 mois, 2 mois, 3 mois, en attendant d'arriver soit sur un autre pays, d'arriver soit sur un autre territoire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ces camps sont des lieux de vie. Il y a des camps dans lesquels on naît et on meurt. Il y a des camps dans lesquels on enterre des populations. C'est le cas du camp dans lequel moi je suis née. Et il y a une question de dignité derrière cette démarche qui consiste à visibiliser ces lieux, qui consiste à dire ce ne sont pas des lieux où il y a simplement des chiffres qui passent, qui sont en perpétuelle circulation. Ce sont aussi et surtout des lieux dans lesquels des destins d'hommes, de femmes, d'enfants se jouent au quotidien. Donc voilà. Et justement, cette pérennisation des camps où il y a des générations qui vivent dans les mêmes endroits, c'est quoi les conséquences sur le respect des droits des personnes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez aussi au sein de l'Observatoire des camps de réfugiés ? Le phénomène de pérennisation des camps, donc, qui est tangible à travers ces données qu'on a, qui est cette durée de vie moyenne, vient acter, en plus de notre échec dans notre incapacité d'accueil, c'est aussi notre échec à trouver des solutions alternatives. C'est-à-dire que, et quand on a, si vous voulez, gardé un lieu qui a été pensé pour être un lieu temporaire, donc les camps sont gérés par des humanitaires dans cette logique d'urgence humanitaire. Un camp, il va se créer dans l'urgence. On va sauver des populations en urgence. On va mettre en place des infrastructures pour les mettre à l'abri, pour qu'il y ait des distributions de nourriture, que des personnes vulnérables soient protégées. Mais à partir du moment où ça devient un lieu de vie et que ces espaces ne sont pas repensés pour être des lieux de vie, forcément se pose la question du respect des entraves que formalise vraiment, que matérialise le camp aux droits et aux libertés des populations. Et j'en veux pour cause vraiment une alerte des Nations Unies, c'est-à-dire que ce sont les Nations Unies elles-mêmes qui disent le camp doit être une solution temporaire, de courte durée, précisément parce qu'il entraîne de façon systématique des entraves ou de privations aux libertés et aux droits des populations. Donc le camp, dans ses étapes de pérennisation, vient acter tout un tas de restrictions en termes d'accès aux droits pour les populations, parce qu'on pourrait là aussi se dire un camp humanitaire, après tout, c'est un lieu qui protège, c'est surtout un lieu de protection. Eh bien non, dans sa pérennisation, le camp peut aussi être, tout dépend comment il a été pensé, il peut être un lieu de mise à l'écart, un lieu de privation de droits et de libertés, voire un lieu de persécution, parce qu'on va cibler les populations précisément parce qu'elles vivent dans cet espace, on les identifie à travers aussi ce lieu de vie. Et donc, la question de l'accès aux droits, elle est véritablement... c'est un énorme enjeu, c'est-à-dire que précisément parce que ces camps deviennent des lieux de vie, et donc on peut citer juste 2-3 travaux là-dessus, mais il y a des travaux qui ont effectivement documenté le fait que dans les camps, vous avez des mécanismes de justice parallèles qui se mettent en place, et où les droits que, par exemple, auxquels peut prétendre un réfugié protégé par la Convention de Genève de 1951, dans le camp, il a beaucoup moins la possibilité de se revendiquer ou de se saisir de ses droits. Et ça, c'est vraiment documenté, donc de par l'invisibilisation qu'il crée, et de par aussi la mise à l'écart qu'ils vont matérialiser, c'est les camps. Quand on s'y installe de façon pérenne, ça devient des lieux vraiment de privation de droits et de liberté. C'est très important de le dire. Et justement, je me demandais, au sein de l'Observatoire des camps de réfugiés que tu as fondé, comment vous faites pour accéder à l'information, du coup ? Comment vous récupérez les infos pour les observer ? Alors nous, on a besoin d'argent, comme beaucoup d'organisations, pour réussir à faire beaucoup plus que ce qu'on fait, parce que j'ai une démarche, enfin en tout cas j'espère, avec beaucoup de modestie et d'humilité sur ce qu'on fait. C'est une organisation qui a 3 ans et demi à peine. Alors, donc on est 200 bénévoles dans cette organisation et on a plus de 35% de nos contributeurs qui sont à l'étranger, donc qui sont dans des pays sur lesquels on travaille, on essaie de documenter des choses. Donc on a deux méthodes, enfin deux méthodologies. On va bien sûr depuis la France faire un énorme travail de recherche. C'est-à-dire que là, si vous allez sur le site internet, vous allez sur un camp,
des fois, on va y passer, nous, des mois et des mois avant de vous fournir un tout petit outil qui est accessible, qui est pédagogique, qui va faire une dizaine, quinzaine de pages, qui est un mini-rapport qui vous présente pourquoi ce camp a été installé, en quelle année il a été installé, qui vit dedans, quelles sont les données démographiques, quels sont les principaux problèmes et besoins que nous, on a recensés sur ce camp, qui le gère, quel est le positionnement de l'État qui accueille ce camp, est-ce qu'il a un rôle actif ou passif dans la gestion de ce lieu. Donc on va vraiment faire un travail de recherche qui est très important, de documentation, de synthèse aussi de toutes ces informations. On va croiser toutes les données. Et l'autre méthode, c'est bien sûr celle du terrain. Donc c'est la méthode pour laquelle on a le plus besoin de fonds aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de difficulté à réunir du monde. C'est de la bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on a besoin d'envoyer de plus en plus de personnes, ou d'avoir de plus en plus d'antennes régionales en fait, de l'Observatoire pour être très réactif sur toute l'actualité des camps. Donc vous en doutez, il y a des centaines de camps, donc c'est compliqué de tout couvrir. Mais voilà, on a 35% de nos contributeurs pour le moment qui sont à l'étranger et qui sont des relais très précieux. Et bien sûr, dans les perspectives de développement de l'Observatoire, l'idée, c'est d'avoir vraiment des antennes régionales comme des ONG d'Amnesty International, etc., et de se greffer à ces grosses structures pour vraiment travailler de plus près de ces lieux. Vous avez aussi pour vocation d'aller conseiller sur des bonnes pratiques, justement, les gestionnaires, les administrateurs des camps ? Oui, alors, parce que je vous ai dit de quoi on est parti pour créer l'Observatoire, mais je ne vous ai pas dit concrètement ce qu'on faisait. Donc, les 3 constats que je vous ai dit, manque d'information, manque de transparence et durée de vie des camps qui en font donc des lieux voilà, qui existent aujourd'hui et de façon pérenne. On a 3 pôles d'activité au sein de l'Observatoire. On a le premier pôle qui consiste à recenser et étudier les camps. On a un pôle sur le volet consultation mission de terrain. Et on a un pôle très important sur le plaidoyer. Et donc, dans ce pôle, on a une équipe qui travaille sur ce qu'on appelle généralement communément les alternatives et les bonnes pratiques. Parce que c'est bien beau de dire le camp n'est pas un espace viable pour les populations réfugiées. C'est bien beau de dire en fait c'est un échec. Il faut aussi être acteur sur toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister dans ces espaces ou en dehors de ces espaces, de se nourrir, si vous voulez, de toute la documentation sur les alternatives et qu'est-ce qu'on peut faire après un camp, qu'est-ce qu'on fait quand on ferme un camp, sur quoi est-ce qu'on doit être attentif et en alerte. Donc on a effectivement un pôle qui travaille sur recenser des bonnes pratiques. Il y en a une que je cite parce qu'on va... Ça peut paraître très flou, la question des bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est une bonne pratique ? Je vais vous en citer une. Je la cite souvent parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. C'est on a recensé une pratique au Tchad, donc dans le camp d'Amboko. C'est ce qu'on appelle une bonne pratique du coup dans un camp. Donc c'est pas une alternative à l'encampement. L'idée c'est d'améliorer. Le camp est là, donc qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de vie ? Et donc dans ce camp, il y a un programme qui a été financé qui consiste à non plus financer les services de l'éducation dans le camp, mais plutôt dans les villages aux alentours. Et cette bonne pratique a eu un double avantage. Le premier, c'est qu'on finance une structure éducative pérenne auprès de la population haute. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un service qui a vocation à être démantelé dans le camp. C'est quelque chose on va investir, si vous voulez, dans les écoles des villages qui sont aux alentours du camp. Le deuxième avantage, c'est que ça permet aux enfants du camp d'être scolarisés avec les enfants de la société haute. Donc là, on a double point positif, c'est que les enfants du camp connectent avec les enfants qui sont en dehors du camp et les enfants du camp ont le même niveau d'éducation que que les enfants de la population haute. Parce que ça a été très documenté par des rapports internationaux aussi. Quand on vit dans un camp de réfugiés, le niveau d'éducation est systématiquement inférieur du niveau du pays hôte. C'est-à-dire que si vous êtes réfugié au Liban, vous avez un niveau d'éducation qui est systématiquement inférieur au Libanais, etc. etc. C'est une constante et ça a été documenté par plusieurs ONG. Donc ça, c'est un exemple de bonne pratique, par exemple, c'est de dire, voilà, on va permettre aux enfants du camp de sortir du camp et de être scolarisés dans les services de l'éducation des villages aux alentours. Et on va aussi, du coup, améliorer les infrastructures des écoles des villages qui accueillent ces enfants réfugiés, etc., etc. Donc nous, on se positionne vraiment dans cette idée d'observation et de recommandation des bonnes pratiques qu'on peut identifier. Là, tu mets en avant la question vraiment de l'inclusion et de l'insertion dans la société locale, puisque comme les camps se pérennisent, il y a souvent une vocation à rester dans l'endroit. Est-ce que, je suppose que les camps sont souvent isolés des villes, et donc les personnes, je suppose qu'elles sont assez dépendantes du coup de l'aide humanitaire.
est-ce qu'on observe des phénomènes de camps qui s'installent aux abords des villes pour pouvoir développer des activités économiques et ne plus être uniquement dépendant des aides internationales? Alors, il y a bien sûr des camps qui se trouvent dans les banlieues des villes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas les réfugiés qui décident, quoi. Donc généralement, c'est fonction de l'État qui accueille. Donc il faut pas oublier que l'État est souverain sur son territoire. Hein. Donc c'est lui qui va effectivement arbitrer en disant moi je veux bien que vous installiez un camp, mais justement loin de cette ville. Sur un terrain qui est loin, on ne les voit pas, on n'y a pas accès. Donc c'est souvent ça la logique, effectivement, et c'est pour ça que les camps, très souvent, constituent des lieux de mise à l'écart. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui parlent de racisme environnemental pour les lieux d'encampement, parce que ce sont des lieux où sciemment on va mettre à l'écart des populations et on va les éloigner d'infrastructures, de services publics, de conditions aussi de vie qui pourraient être potentiellement plus agréables pour eux aussi en termes de développement économique ou d'accès à tout un tas de droits. Donc il y a vraiment aussi cette approche qu'il faut retenir dans ce que tu disais, dans le fait que ces camps sont souvent éloignés de toute forme de vie, en fait, toute forme de société. Donc effectivement, je pense qu'il y a un enjeu qui s'est posé à la fois du point de vue des humanitaires, mais aussi parfois pour des raisons pratiques, de rapprocher les camps de ce qui peut se passer dans la société haute. Et il y a des exemples, celui que j'ai en tête là maintenant, que j'ai revisité il n'y a pas très longtemps, c'est le camp de Sabra Shatila, qui est vraiment dans la banlieue de Beyrouth. On sort à peine, on est à peine sur les périphéries de la ville, qu'on rentre directement dans le camp. Donc oui, il y en a qui sont en banlieue des villes, mais il faut bien avoir en tête, et c'est tout le problème de l'action humanitaire en tant que telle, c'est que les principaux concernés n'ont jamais vraiment le dernier mot. Ce sont souvent des sujets qui ne sont pas consultés. Ce sont les États qui décident, et là, ce qu'on appelle la gouvernance humanitaire qui va arbitrer, en fait. Donc, quels que soient les lieux choisis, c'est pas les réfugiés qui décident. Et justement, sur cette question de la représentation, je sais que c'est un sujet dont on discute beaucoup, de laisser la parole aux personnes concernées. Et j'ai l'impression que déjà, on n'entend pas parler des camps en général, et qu'il y a dans l'imaginaire collectif, dans nos représentations, on imagine comme ça un camp du Haut-Commissariat géré par les Nations Unies, avec des tentes, souvent en Afrique ou au Moyen-Orient. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a, donc, on en a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a des camps en Europe? Est-ce qu'il y a des camps aussi en France? Est-ce que toi, tu aurais un mot à dire justement sur cette importance de considérer les camps dans la diversité pour mieux les comprendre? On peut parler des différentes réalités d'encampement. Dans les pays, dans les migrations sud-sud, on a plutôt une réalité d'encampement qui est de gestion, pas de gestion, si, de gestion en fait des catastrophes migratoires. Donc on va vraiment créer des camps dans cette urgence humanitaire et qui vont certes se pérenniser. Ce qu'on observe, c'est que dans les flux migratoires sud-nord, on est plutôt sur la création de camps pour gérer les flux migratoires, donc vraiment contrôler les flux migratoires, et ça se matérialise par les types de camps qu'on retrouve. Les camps qu'on a en Europe, ce sont des camps essentiellement de demandeurs d'asile. Donc c'est le process qui consiste à enfermer des populations, à isoler des populations, le temps que leur demande d'asile soit traitée. Donc je transfère plus, moi, la question sécuritaire dans les mécanismes d'encampement en Europe, qu'on a peut-être un peu moins, ou en tout cas parce que les réalités migratoires, elles se jouent surtout dans les pays voisins, des pays de départ. On le sait, aujourd'hui, 85% des populations en situation d'exil sont accueillies par des pays voisins de leur pays d'origine. Donc c'est surtout là que du coup se joue en fait la question de l'accueil dans l'urgence. C'est là où il y a des millions de populations à accueillir aux frontières, etc. Et ensuite, pour celles et ceux qui arrivent à atteindre l'Europe, les réalités d'encampement qu'on a, elles sont vraiment pensées avec ces enjeux sécuritaires, parce que on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui justifie qu'on enferme des populations? On a eu le cas de Moria, qui a été une catastrophe humanitaire. Qu'est-ce qui justifie qu'on enferme des populations pendant des mois, voire des années, au prétexte qu'ils n'ont pas encore eu le tampon de l'administration, comme quoi leur demande d'asile a été validée ou pas validée. Et donc oui, il y a des camps en Europe. On n'en parle pas assez. Et voire même, je pense, ce qui est
plus dramatique, c'est que les citoyens européens n'ont pas leur mot à dire. C'est-à-dire qu'on a peu de marge de manœuvre en tant que citoyen européen de contester ou de donner notre avis sur cette question de la gestion des flux migratoires, alors que c'est un débat, alors que c'est un enjeu de société. Je pense qu'il y a vraiment deux défis de société qui nous attendent. Moi, je suis dans cette génération-là aussi. C'est ceux de la migration et ceux de la crise climatique. Et par ailleurs, les deux sont liés, puisqu'on n'en parle pas assez, mais d'ici 2050, on a 250 millions de réfugiés climatiques qui seront forcés qui seront forcés de quitter leur lieu de vie en raison donc précisément de ces catastrophes. Donc les deux sont liés et les deux doivent être pensés comme étant des défis de société sur lesquels toute la société doit être mobilisée, consultée. On doit mobiliser les forces vives de nos sociétés autour de ces défis. Et ce que je peux regretter, c'est qu'effectivement, ça reste pensé avec des politiques qui sont très démagogiques, qui sont peu efficaces. Il faut dire qu'en France, ces 30 dernières années, on a eu plus de 30 projets de loi sur la migration. On en est toujours au même raccourci, au même débat. Et surtout, on en est à cumuler de plus en plus de catastrophes en Méditerranée. Donc, il y a un réel échec aussi de nos politiques et c'est dommageable que les citoyennes françaises, mais aussi européens, ne soient pas inclus, considérés, mobilisés sur cet enjeu de société. Merci beaucoup Rima. Dernière petite question, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander à lire ou à regarder pour en apprendre plus sur les camps ? Alors, je cite toujours Michel Agier, qui est un anthropologue français, pour ceux qui vraiment se passionnent en tout cas de ce sujet. Il a écrit un livre qui s'appelle Un monde de camps et qui vraiment appréhende cette question à l'échelle mondiale. Donc ça a été un peu ma bible pendant un moment. Et puis sinon, je sais pas... Non, c'est bien Michel Agier. Allez, je vais pas Michel Agier. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous les organisateurs et organisatrices du Lifestyle Festival. Merci aux associations qui ont organisé ce temps de rencontres et d'échanges. Et je vous souhaite une très belle fin de journée.